Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DG sur écoute qui sera consacré aujourd'hui à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais PSL plus spécifiquement à son directeur Jean-Baptiste Defremont. Bonjour Jean-Baptiste, Bonjour Clément, merci d'être avec nous aujourd'hui. merci beaucoup de m'avoir invité. Peut-être pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Alors moi j'ai un profil un peu particulier parce que je ne suis pas architecte. Souvent les directeurs d'école d'architecture ont une formation d'architecte. Je suis philosophe de formation. J'ai enseigné la philosophie plusieurs années à l'université et ensuite je suis devenu haut fonctionnaire. J'ai développé plusieurs champs d'expertise. D'abord l'éducation. Et puis, je suis passé par le Conseil d'État où j'ai fait pas mal du droit de l'urbanisme et de l'environnement. Et ensuite, je me suis intéressé au patrimoine et à l'architecture. Et donc, j'ai travaillé plusieurs années au ministère de la Culture. Et finalement, devenir directeur de cette école d'architecture, ça me permet de faire le lien entre deux centres d'intérêt forts qui sont l'éducation, l'enseignement supérieur, et puis l'architecture qui est devenue une de mes passions. Vous parliez justement de l'architecture. Peut-être pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous présenter concrètement ce qu'est le métier d'architecte? Alors en fait, nous, nos écoles, elles forment pas elles forment à plusieurs métiers. Donc on dit les métiers de l'architecture au pluriel. Alors il y a évidemment le principal, celui auquel on pense, c'est celui de maître d'œuvre, c'est-à-dire concevoir et suivre le chantier d'un projet architectural. Donc voilà, participer évidemment à la conception et à la production d'édifices bâtis un peu à toutes les échelles. Mais il y a aussi tout le champ de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire en fait d'être du côté de celui qui programme un peu, qui définit le programme. Il y a le champ de l'urbanisme. On a des gens qui ensuite vont faire de la scénographie. On peut travailler dans les services de l'État, dans les services de l'urbanisme. On peut travailler aussi dans le secteur de la promotion immobilière, du BTP, de la construction. Donc il y a plein de métiers, même si au départ, le premier, c'est celui d'architecte qui va, à partir d'un programme qu'on lui donne, hein, d'une commande d'un client qui peut être public, privé, qui peut être voilà, il y a différentes identités possibles, eh bien, il va voilà, dessiner un projet, essayer de faire le tour voilà, de tous les enjeux, d'apporter des solutions à un certain nombre de problèmes qui se posent. Et donc, voilà, ça suppose d'intégrer tout un tas de paramètres qui sont évidemment des paramètres d'ordre matériel, constructif, quelles techniques constructives, quels matériaux, comment faire pour que ça tienne, mais aussi voilà, comment répondre à des besoins spécifiques, les besoins des futurs habitants ou usagers de l'équipement. Il faut évidemment prendre en compte le contexte culturel, patrimonial, paysager, comment la construction, quelle que soit son échelle, va s'insérer, s'intégrer voilà, dans un contexte matériel plus large. Voilà, il y a des questions politiques, donc sociales, matérielles, quelquefois philosophiques, esthétiques évidemment, qui se posent. Donc c'est, quelle que soit d'ailleurs la façon dont on pratique l'architecture, ça suppose de balayer un spectre de problèmes, de maîtriser un champ de savoir et de savoir-faire qui est extrêmement large. Et donc l'architecte, c'est forcément quelqu'un qui est assez complet et qui s'intéresse à presque tout, qui est très curieux et qui donc est un super généraliste avec les pieds sur terre et quand même un rapport évidemment
à l'espace, aux problèmes spatiaux, à la façon dont les corps peuvent se comporter dans l'espace, se sentir bien dans un endroit. Donc ça, évidemment, ça c'est essentiel, mais il y a plein d'autres sujets qui sont tout autour de ça. Bah, justement, vous commenciez à l'évoquer, l'architecte, ou en tout cas les métiers du coup de l'architecture, effectivement, comme vous le disiez. Vous, par votre expérience de directeur de Paris Malaquais PSL, à travers vos étudiants, vos diplômés, justement, quelles sont les grandes compétences finalement essentielles pour réussir dans ce métier ou dans ces métiers? Bah, évidemment, il y a cette sensibilité pour l'espace, voilà, et pour la façon dont on peut organiser les choses quand on peut structurer en fait l'environnement pour le rendre habitable, agréable, confortable, en rapport avec les usages, des déplacements. Et donc il y a quand même ce sens de l'espace qu'il faut avoir, et que peut-être on a quelquefois très jeune, parce qu'on est sensible à la façon dont même dans les pièces d'un appartement, voilà, il y a des gens qui vont tout de suite avoir une expérience d'architecture dans la cuisine de leur grand-mère. Enfin, c'est des choses qui peuvent faire naître des vocations. Donc il y a ça, mais après il y a, je pense, une très très grande curiosité qui est nécessaire, et je pense à un goût à peu près égal pour, disons, la théorie et la pratique, pour l'activité intellectuelle et l'activité un peu manuelle. Parce que être un architecte, c'est dessiner, et c'est aussi réfléchir, c'est quand même avoir un sens de la construction, et donc avoir un esprit pratique. Mais ça suffit jamais, parce qu'il faut pouvoir avoir de l'imagination, répondre à des problèmes. Et donc il y a ce côté un peu matériel et spirituel en même temps, donc voilà, donc avoir les pieds sur terre et puis la tête un peu dans les étoiles, ça c'est l'architecte pour moi. Et notre monde est confronté à des enjeux environnementaux de plus en plus prégnants, à la transition écologique. Est-ce que les métiers de l'architecture, justement, et la formation qui va avec, évoluent confrontés à ces enjeux? Alors, elle évolue énormément, et les étudiants qui rentrent dans notre école, leur première préoccupation, pour la plupart, c'est les questions du changement climatique, l'urgence écologique. Et donc ils viennent dans notre école pour être un acteur de la transition écologique, enfin, quel que soit le terme qu'on privilégie. Et donc, très concrètement, effectivement, l'enseignement de l'architecture, il a beaucoup évolué. On s'intéresse maintenant au bilan carbone, à l'impact environnemental d'un bâtiment. Autrefois, on ne s'y intéressait pas. Donc, on se pose la question des matériaux, des questions évidemment d'isolation thermique, de bilan thermique. Et on essaye, on a le souci surtout de l'économie. Et finalement, le meilleur bâtiment sur le plan écologique, c'est celui qu'on ne construit pas. C'est maintenant ce qu'on dit. Et donc, en fait, ça veut dire que la plupart des choses maintenant qu'on fait, enfin, et donc beaucoup de projets de nos étudiants sont des projets sur l'existant. Et donc, on essaye de voir comment on peut prendre un bâtiment qui existe déjà pour le transformer, le réhabiliter, le faire changer d'usage, améliorer ses performances, et donc éviter de rajouter encore du béton, du matériau. Voilà, et donc, voilà, le changement le plus spectaculaire, c'est qu'on est beaucoup moins qu'avant dans la construction de neuf, et beaucoup plus dans la rénovation, la réhabilitation, la transformation, l'extension de bâtiments existants. Merci beaucoup, Jean-Baptiste de Froment, pour cette première introduction, effectivement, à l'architecture et ses métiers. Je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le détail du cursus de la formation. On est sur une formation donc accessible en niveau post-bac, après le baccalauréat, une formation qui va durer 5 ans, donc qui intègre un cursus
on va dire si on prend l'équivalence licence Bac plus 3 plus master Bac plus 5. Comment est-ce que vous pouvez nous développer ce cursus de manière globale dans les écoles nationales supérieures d'architecture et quelle est la structure finalement de ce diplôme qui est un diplôme d'État? Oui, alors c'est un diplôme d'État, donc effectivement, il y a un certain nombre de prérequis qui sont attendus. Donc, il y a, voilà, le contenu des études est quand même organisé nationalement. Et ensuite, il y a des différences quand même selon les écoles. C'est vraiment un cursus effectivement, qui dure sur 5 ans. Donc, quand on rentre en première année d'école, on a quand même vocation à aller jusqu'à la dernière année et le Master 2. Et à la fin du Master 2, on a le diplôme d'État en architecture qui permet de rentrer dans une agence d'architecture ou de travailler comme architecte ici ou là, dans un tas de structures que j'ai évoquées tout à l'heure. Ça ne permet pas encore de s'installer soi-même comme architecte en ouvrant son agence et en déposant soi-même des permis de construire. Pour ça, il faut avoir une licence d'exercice professionnel qui s'appelle la HMONP. C'est un terme un peu barbare. Et ça, c'est une sorte de 6e année qu'on peut valider après quelques années de pratique professionnelle. Souvent, c'est ce qui se passe. Voilà, donc c'est 5 ans plus 1 an quand on veut ouvrir sa propre agence d'architecture. Donc là, il y a une sorte de continuum. Alors effectivement, qui est quand même, on est dans le système maintenant LMD, donc on commence par un cycle Bac plus 3 de licence. Et grosso modo, là, on apprend les bases, les fondamentaux de la discipline architecturale. Et en master, on va pouvoir approfondir, un peu plus personnaliser son parcours, donc choisir des studios de projet, je reviendrai sur ce terme, qui sont un peu spécifiques. Et donc, on va devenir un architecte, disons, autonome, qui va commencer à développer sa propre approche du métier ou des métiers. Donc voilà, donc il y a vraiment ça fait un tout, licence et master, qui est indispensable pour devenir architecte, mais on retient que les 3 premières années, c'est un peu plus la même chose pour tout le monde et on apprend les fondamentaux. Et le master, on commence non pas se spécialiser, parce que c'est le même master pour tout le monde, mais à personnaliser un peu l'approche. Et il y a une offre qui est un petit peu plus diversifiée et on a plus d'autonomie. Donc, vous le disiez, donc il y a le diplôme d'État d'architecte, donc qui correspond à un grade, enfin un Bac plus 5 master, et ensuite potentiellement le HMNOP. Et donc c'est pas nécessaire de passer le HMNOP pour être architecte. Non, alors la pour différence avoir entre les deux. En fait, on peut exercer en agence, être employé d'une agence, par exemple, d'architecture, ou travailler dans un service de maîtrise d'ouvrage, chez un promoteur, faire tout un tas de choses en ayant ce master et ce diplôme d'État en architecture. Mais ce diplôme d'État ne permet pas d'avoir le titre d'architecte, parce que l'architecture est une profession réglementée, organisée par l'État, à laquelle s'attache une responsabilité particulière. Et donc, parce qu'il faut pouvoir répondre de la qualité architecturale et de la solidité du bâtiment qu'on va construire. Et donc, pour avoir cette capacité, ce droit à déposer un permis de construire, et donc à endosser la responsabilité de la construction d'un projet architectural, quel qu'il soit, eh bien, il faut passer l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, HMONP. Et donc, ça, c'est une sorte de 6e année où l'enjeu n'est plus d'apprendre
à faire du projet architectural. Ça, on l'a fait dans les 5 années précédentes. L'enjeu, c'est plus d'acquérir la maîtrise des questions juridiques, économiques, de responsabilité. C'est une année où on a plusieurs semaines de formation théorique sur ces sujets juridiques notamment. Et puis comment on fait pour monter une agence d'architecture, voilà, comment on la gère, questions de droit du travail aussi peuvent intervenir, etc. Et donc il y a cette partie théorique, et puis il y a une longue partie de mise en situation professionnelle, où donc on travaille dans une agence d'architecture. Mais c'est considéré comme un stage, et il faut faire un rapport sur ce stage, et donc il faut montrer qu'on a une approche réfléchie et qu'on a un peu de recul par rapport à la pratique. Et c'est quand on a acquis ces compétences théoriques, juridiques, et qu'on a fait une mise en situation professionnelle satisfaisante, on acquiert cette habilitation à la maîtrise d'œuvre. Donc en fait, quand on en a le titre, avoir le titre d'architecte, c'est le Conseil national de l'ordre des architectes qui le délivre, et donc on est inscrit ensuite à l'ordre des architectes. C'est ça. Comme la plupart des professions réglementées. Voilà, donc c'est comme les avocats, les notaires par exemple, qui sont aussi des professions réglementées avec un ordre qui organise la profession, qui aussi a un pouvoir disciplinaire si jamais il y a des manquements, etc. C'est très clair, merci beaucoup. Je vous propose de revenir un petit peu sur les 5 années du diplôme d'État, surtout en termes de comment est-ce que vont s'articuler ces années. Donc vous avez déjà fait le distinguo entre les 3 premières années équivalent licence et les 2 années d'équivalent master. Peut-être en termes de stage, atelier projet, théorique, comment est-ce que ça s'organise au cours des années? Oui, alors on a ce qui est central dans les études d'architecture, c'est ce qu'on appelle le projet. Donc à chaque semestre, les étudiants sont invités, et doivent concevoir un projet architectural. Et donc il y a une journée par semaine du cursus qui est consacré à ce projet. Et donc, c'est l'étudiant. Alors, quelquefois, ça peut être un groupe de 2 ou 3 étudiants, ça arrive, donc soit tout seul, soit à 2 ou 3, qui doit, à partir d'un programme qui lui est donné ou d'un thème, proposer un projet architectural, et donc déployer à la fois un système de représentation. Donc il doit dessiner son projet, faire une maquette qui le représente, donc il doit représenter son projet, il doit tenir un discours, il doit produire un discours et rédiger des choses qui décrivent la façon dont son projet répond à un problème, satisfait un besoin, permet de mieux vivre. Voilà, il y a tout un tas d'éléments de contexte qui doivent être décrits. Et donc ce projet architectural, en fait, comme on a 10 semestres dans les études d'architecture, à chaque semestre, il y a un nouveau projet. Et évidemment, on a des focus thématiques. Alors, il y a un semestre où ça va être la maison, le logement, un semestre où on va être plus sur les questions environnementales, un semestre où on va s'intéresser à la grande échelle. Mais plus ça avance, plus évidemment, ça va être complexe, plus on va demander à l'étudiant d'intégrer des paramètres différents. Et donc, à chaque fois, c'est quand même assez nouveau. Et donc, toutes les études, quand même, s'organisent autour de ça, parce que les enseignements, il y a à côté du projet des enseignements théoriques,
en histoire, en structure, géométrie, donc des enseignements plus qui relèvent de la science dure, et puis des enseignements qui sont plutôt du côté des sciences sociales. Mais toutes ces compétences autour, qui doivent faire l'objet aussi d'une validation, hein, il y a aussi des cours magistraux de théorie d'architecture, d'histoire de l'architecture, tout ça doit quand même être réinjecté au bout d'un moment dans le projet architectural. Donc en fait, la différence entre études d'architecture et d'autres types d'études, c'est qu'il y a de la théorie, mais qui est immédiatement mise au service de quelque chose de très concret, qui est la conception d'un édifice, d'un dispositif architectural qui se voit, qui est représenté, qui a une existence matérielle concrète, quoi. Donc voilà, donc après, c'est ça l'essentiel des études d'architecture. Il y a 3 stages obligatoires. Il y a un petit stage au début ouvrier qui dure 15 jours pour apprendre ce que c'est qu'un chantier. Et ensuite, en licence, il y a un stage obligatoire en agence d'architecture d'1 mois. Et en master, un stage qui dure là 2 mois, mais voilà, qui n'exclut pas qu'on fasse d'autres stages pendant les vacances. Et donc, on a beaucoup d'étudiants qui arrivent à s'organiser des stages de 6 mois, qui éventuellement prennent une année de césure où ils vont travailler en agence d'architecture voilà, pendant un temps beaucoup plus long. C'est évident que cette expérience du monde professionnel et concret, c'est un grand atout et ça permet évidemment de progresser. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question sur le rythme, c'est-à-dire le volume de travail attendu, à la fois en cours, en projet, le travail personnel. On sait que c'est une formation qui a une certaine exigence. Quel est à peu près ce rythme de travail pour les étudiants? Alors c'est quand même un rythme qui est soutenu. Ce sont des études exigeantes. Il y a en licence une trentaine d'heures de cours par semaine, enfin je dis à la louche, et on considère que pour chaque heure de cours, il y a 1 heure de travail personnel. Donc on voit que ça peut être quand même soutenu. Et comme je le disais, comme ce qui est au centre, c'est le projet, d'une certaine façon, le projet, on n'en a potentiellement jamais fini avec, parce qu'on a toujours envie de l'améliorer. C'est différent d'un devoir de mathématiques ou de n'importe quelle discipline, où quand on a répondu aux questions, c'est fini, on rend sa copie. Là, la copie du projet, d'une certaine façon, elle n'est jamais finie, elle est toujours perfectible à l'infini. Alors justement, il faut savoir arrêter son projet, parce que sinon on peut rentrer dans le rouge, et nous on veut absolument éviter que nos étudiants se trouvent dans une situation de trop forte pression et n'endorment plus de la nuit. Donc on essaye de veiller à ce que le rythme soit pas trop soutenu, soit raisonnable, mais il faut aussi savoir très bien s'organiser, organiser une montée en puissance, être bien étalé le plan de charge tout au long du semestre, parce que le vrai danger dans les études d'architecture, c'est de se retrouver à la fin d'un semestre avec un énorme coup de collier à donner qui fait passer des nuits blanches. Donc c'est ce qu'on a appelé le problème de la charrette, de la culture de la charrette, quand on est charrette à la fin du semestre. Et donc ça, nous on essaye vraiment de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais ça demande aussi de la part de l'étudiant qui s'engage un très bon sens de l'organisation. Donc il faut avoir une capacité de travail, il faut être passionné,
Et il faut aussi savoir s'économiser, s'arrêter, se reposer, aller faire du sport, se détendre, parce que sinon ça devient une souffrance et ce n'est pas le but. Pour essayer de faire un peu baisser la pression et de permettre à nos étudiants de respirer, nous concentrons les cours sur 4 jours par semaine et donc chaque étudiant, chaque année, a un jour off qu'il peut consacrer à son travail personnel, mais aussi à se détendre, à faire du sport, à penser à autre chose. Et eu égard à l'exigence de cette formation, qui en plus qui est quand même longue, parce que c'est quand même 5 ans où le niveau d'exigence reste important et il faut rester concentré tout au long. Donc c'est un effort de longue durée et donc c'est important d'avoir ces temps de respiration aussi sur la longue durée. Vous nous avez parlé globalement des matières et de l'organisation des études. Il y a des questions aussi qui reviennent souvent concernant les écoles d'architecture. C'est notamment la place du dessin, de la conception assistée par ordinateur, des maquettes, mais également l'enseignement des aspects techniques, les structures, les matériaux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui, alors d'abord, effectivement, la question de la représentation, elle est très importante, quoi. Il faut pouvoir donner à voir son projet et c'est même utile pour soi quand on est dans une phase de réflexion, d'imagination, de s'aider à réfléchir en dessinant. Donc le dessin, c'est pas simplement pour montrer aux autres, c'est aussi pour réfléchir soi-même. Et donc on a, nous, vraiment réintroduire, renforcer la place du dessin dans l'enseignement et notamment en première année, c'est très important. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en dessin quand on arrive en école d'architecture, mais ensuite, effectivement, on va devoir s'y mettre et c'est d'ailleurs très impressionnant ce qu'on arrive à faire à des étudiants qui, pour certains, ne savaient absolument pas dessiner et vous regardez au bout de 6 mois les dessins qu'ils produisent, hein, c'est vraiment des choses magnifiques qu'on montre d'ailleurs dans nos journées portes ouvertes. Et donc là le dessin manuel, sans assistance ordinateur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et de plus en plus, les étudiants aussi ont envie d'avoir à nouveau ce contact, ce rapport physique à leurs études. Et donc le fait de prendre un crayon et de faire les choses à la main, c'est quelque chose qui est très plébiscité. Voilà, alors évidemment, ça n'exclut pas, bien au contraire, qu'ensuite on se familiarise et on utilise des outils voilà, numériques, qu'on apprenne à se servir de logiciels. Et en fait, on maîtrise d'autant plus les logiciels de représentation qu'on a la possibilité aussi de le faire dialoguer avec la main. C'est aussi parce qu'on sait dessiner à la main qu'on va se servir de façon pertinente d'un logiciel qui effectivement permet de faire des choses, voilà, de modéliser et d'atteindre un niveau de complexité évidemment que la main humaine ne peut pas atteindre. Donc on le fait aussi, mais dans un deuxième temps quand même, après avoir fait du dessin. Ensuite, les aspects, il y a effectivement tout un tas d'aspects techniques. Et donc, pour rentrer dans une école d'architecture, on n'a pas besoin d'être un as en maths, physique, géométrie, mais au cours de ces études, évidemment, il faut un minimum. Et donc, il y a des cours de mathématiques, de géométrie, de physique, de mécanique, de statique. Et donc, il faut voilà, à la fois la géométrie, évidemment la géométrie dans l'espace, la question de la structure, de la morphologie, de la façon dont la forme
évidemment, n'est pas sans effet sur la structure et le fait que ça tient. Les questions de portance, tout ça, évidemment, sont absolument essentielles et elles sont enseignées tout au long du parcours de l'architecte et, dans l'idéal, directement mises en application dans les projets qu'imaginent nos étudiants. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Devrange. Je vous propose que on recule un petit peu et qu'on s'intéresse maintenant aux candidats, puisque effectivement, vous avez bien expliqué le fonctionnement des études en école d'architecture, mais ce sont des écoles, et votre école spécifiquement, Paris-Malaquais PSL, qui sont très attractives, qui recueillent beaucoup de candidatures chaque année sur Parcoursup. L'idée de cette partie, c'est que vous nous aidiez un petit peu à cerner le profil de candidats que vous recrutez, quels sont les attendus justement. Donc, est-ce qu'il existe d'abord un profil type d'études suivies, enfin de spécialités suivies au lycée qui vont permettre d'avoir plus de chances d'intégrer une école d'architecture? Est-ce qu'il faut avoir un bac général ou technologique? Voilà un petit peu le profil type du candidat Parcoursup qui va intégrer Paris-Malaquais PSL. Alors, nous, notre doctrine, c'est venez comme vous êtes. Donc, il n'y a pas de profil type. Nous ne privilégions aucune spécialité. On peut être bachelier général ou technologique, éventuellement même professionnel. La seule chose, c'est qu'il y a une première sélection qui se fait sur la base du dossier scolaire, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas auditionner tous les candidats, même si nous essayons d'en auditionner un grand nombre. Hein. L'année dernière, on a quand même réussi à auditionner 850 personnes, ce qui est quand même pas mal. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tous les auditionner. Donc, il y a une première sélection sur la base du dossier scolaire. Et nous, la règle qu'on applique, c'est qu'on surpondère un peu les spécialités. Quelle qu'elle soit. Donc, peu importe que ça soit littéraire, artistique ou scientifique, ce qui compte, c'est que vous soyez bon dans ces spécialités parce que ça va vous donner un plus. En tout cas, c'est la pratique à Paris-Malaquais PSL. D'autres écoles peuvent avoir éventuellement une autre doctrine là-dessus. Et une fois qu'on a passé la barre, c'est-à-dire que voilà, on a une moyenne qui est suffisante pour être reçu à l'oral, là on remet tous les compteurs à zéro, on regarde plus tellement le dossier scolaire et on va s'intéresser à la motivation de la candidate ou du candidat. Pas forcément à ses connaissances, il n'y a pas besoin d'être un puits de sciences en architecture. En plus, l'architecture, c'est une discipline qu'on n'apprend pas au lycée. Mais il faut qu'il montre que ce candidat, cette candidate, qu'il est curieux, qu'il a peut-être une sensibilité pour l'espace, qui peut nous parler d'expériences qu'il a eues, qui seraient des expériences architecturales, qui n'impliquent pas des compétences, mais qui montrent qu'il est sensible à son environnement, qui s'y intéresse. Et puis, c'est un entretien de personnalité. Donc, il n'y a pas besoin de le préparer, mais il y a besoin d'être convaincant, curieux et motivé. Voilà, donc c'est... Vous évoquiez précédemment l'enseignement nécessaire en mathématiques, en géométrie au cours du cursus. Est-ce qu'un lycéen n'ayant pas suivi de spécialité, par exemple mathématiques en terminale, peut accéder à Paris-Malaquais PSL? Absolument, sans aucun problème. Sans aucun problème. Et on a et nous, on a une grande diversité de profils. On a des étudiants qui
qui ont des profils assez scientifiques et d'autres qui étaient plutôt nuls en maths au lycée et qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas du tout adopté ces spécialités-là. Donc c'est tout à fait possible, quoi. Alors on peut imaginer ensuite que lorsqu'on est dans l'école, il y a la possibilité de faire un double diplôme ingénieur. On peut imaginer qu'effectivement, celui qui n'a pas du tout fait de maths physique au lycée aura plus de mal, et d'ailleurs pas tellement envie, d'ajouter cette spécialité un peu ingénierie à son profil d'architecte, quoi. Mais il n'y a aucune contre-indication à candidater dans notre école sans avoir un super niveau en maths physique. Effectivement, il y a des maths physiques à l'école. C'est vraiment des maths physiques qui sont nécessaires au projet architectural, qui sont voilà, appliqués, qui sont totalement appliqués. Donc, en fait, il faut savoir le minimum, enfin, pour comprendre comment voilà, un bâtiment tient debout, quoi. Et donc ça, normalement, c'est à la portée Mais vous avez pas de n'importe quel étudiant. Justement, par rapport aux étudiants qui n'auraient pas suivi de matière scientifique, est-ce qu'il y a un problème de niveau, de rattrapage? Il y a effectivement des cours de rattrapage qui peuvent intervenir, tout à fait. Ouais. On a pour certains étudiants la nécessité d'une remise à niveau, et donc ça, on la prend en charge. Une autre question qui revient souvent pour les lycéens qui souhaitent intégrer une école nationale supérieure d'architecture, c'est est-ce qu'il faut d'ores et déjà savoir dessiner pour candidater? Absolument pas. Il n'y a aucune sélection sur la capacité à dessiner. Le dessin, c'est quelque chose qu'on apprend une fois qu'on rentre en école d'architecture. Alors, avoir déjà le goût pour le dessin, évidemment, n'est pas une contre-indication. On constate qu'il y a il y a un certain nombre d'étudiants qui arrivent à leur entretien avec des dessins et qui nous montrent ce qu'ils font, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des dessins d'architecture, qui peuvent être des dessins de nature plus strictement artistique. Donc, c'est le signe. Quand on aime dessiner, c'est plutôt une indication qu'on va sans doute se plaire en architecture. Ce n'est pas l'unique critère, mais voilà. Mais il n'y a aucune... le goût pour le dessin, je pense que c'est bien, mais savoir dessiner quand on arrive dans une école d'architecture, c'est absolument pas requis. On va refaire un petit focus effectivement donc, sur la procédure Parcoursup. Donc déjà, quels sont les critères que vous regardez chez vos candidats voilà, quelle est l'importance des notes, de la moyenne générale, de ces éléments finalement du dossier Parcoursup qui vont être regardés pour avoir une proposition alors du coup d'admissibilité vers les oraux. Oui, donc en fait, on est obligé de procéder en 2 étapes parce qu'il y a beaucoup de candidats. L'année dernière, on avait 3500 candidats pour une grosse centaine de places. On ne peut pas auditionner tout le monde, donc on fait une première sélection sur la base du dossier scolaire et donc des notes. Et là, on ne privilégie aucune discipline ou aucun profil particulier. Donc, le seul critère, c'est la moyenne, et on pondère, on donne un petit coefficient supplémentaire pour les spécialités choisies en terminale. Donc, en fait, pour avoir plus de chances d'être reçu à l'oral, il vaut mieux avoir des bonnes notes dans les spécialités, mais qui peuvent être des spécialités scientifiques, littéraires, artistiques, voilà, tout est possible. Et on peut être bachelier, technologique, voilà, professionnel ou général. Là, il n'y a pas de discrimination de ce point de vue-là. Donc, une fois qu'on a, voilà, si la moyenne
nous, on dit qu'on auditionne à peu près 800 candidats. Donc, si la moyenne est dans les 800 premières, eh bien, on est reçu à l'oral. Et là, on est convoqué et il y a un entretien avec 2 enseignants de l'école, éventuellement le directeur aussi, je participe à ces entretiens. Et donc, et là, c'est un entretien qu'il ne faut pas préparer, qui dure une quinzaine de minutes. Et généralement, juste avant, on propose à l'étudiant, l'étudiante, enfin futur, un petit exercice qui a un peu trait à l'architecture. Enfin voilà, ça change chaque année. Et en fait, cet exercice, c'est juste un moyen de voir comment l'étudiant réagit. Et c'est un prétexte pour engager aussi une conversation avec lui, parler de ses centres d'intérêt, de ses motivations. Donc tout ça, c'est quelque chose de très libre. Voilà. Mais et une fois qu'on est à la phase de l'entretien, on ne regarde plus tellement le dossier scolaire. Et en tout cas, les compteurs sont remis à zéro. C'est-à-dire qu'on n'est pas classé à l'issue de la sélection sur les dossiers. C'est la note de l'entretien qui va faire C'est la note de l'entretien qui va faire l'admission. Voilà. Donc, on peut être, entre guillemets, on peut avoir eu la dernière moyenne dans les 800 qu'on auditionne et se retrouver premier parce qu'on a eu la meilleure note à l'entretien. Et donc, pour bien comprendre la sélectivité réelle, donc environ 3500 candidats, sur lesquels 800 vont à l'oral, à l'entretien d'oral, et sur lesquels il reste environ 100 personnes. Il reste environ 100 personnes. Alors là, je crois qu'on va ouvrir 110 places cette année. 110 places. Voilà. Donc on est entre 120 et 120, entre 100 et 120 candidats reçus. Est-ce que vous prenez en compte dans l'étude du dossier Parcoursup la lettre de motivation ? Alors, on regarde la lettre de motivation une fois passé l'oral. C'est-à-dire que ça peut être un élément de l'entretien, de rebondir sur une chose qui a été dite en lettre de motivation. Nous considérons que nous n'avons pas les moyens de lire toutes les lettres de motivation avant l'oral. Donc là, il y a 3500 candidatures. Enfin, je ne sais pas combien il y en aura cette année, mais je pense encore un peu plus. Eh bien, on ne peut pas lire 3500 lettres de motivation, malheureusement, et vraiment, on le regrette. Une question concernant cet oral. Comment est-ce qu'on s'y prépare ? Quelles en sont les modalités précises ? Alors, il ne faut pas s'y préparer spécifiquement, puisque en fait, il n'y a pas de sujet, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une épreuve à proprement parler, c'est un entretien de personnalité qui dure 15 minutes. Je pense qu'il faut arriver très détendu, il faut ne pas essayer d'inventer une personne que l'on n'est pas. Donc il faut dire qui on est, il faut parler de ses centres d'intérêt, de ses passions et effectivement démontrer, apporter la démonstration qu'on s'intéresse à l'architecture sans forcément très bien connaître qu'on a vraiment une forte curiosité. Si on est capable de laisser penser qu'on s'est un peu renseigné avant, qu'on a un tout petit peu de culture architecturale. Par exemple, qu'on est allé visiter notre galerie d'architecture rue Callot, qui est pas loin. Ça peut être bien, mais c'est pas du tout obligatoire. Et en tout cas, voilà, je pense que le fait de montrer qu'on est curieux, qu'on a très envie, qu'on est conscient de ce que ça implique de faire ces études d'architecture, c'est important. Mais il n'y a pas à préparer, il n'y a pas à aller dans une prépa privée pour réussir à l'examen. C'est pas comme ça que ça marche. Et cet intérêt pour l'architecture, justement, vous le disiez précédemment, mais
l'architecture n'est pas une matière qu'on étudie au lycée. Comment est-ce que on peut tester, interroger son appétence pour l'architecture, justement, pendant les études au lycée? Bah, je pense qu'il faut d'abord, se demander si ça, enfin, voilà, ça doit pas être quelque chose de forcé, ou de fabriqué. Bah, il y a des gens quand ils se promènent, des jeunes, qui sont pas voilà, qui se pro des enfants quelquefois qui quand ils se promènent dans la rue, spontanément, ils vont, s'intéresser à la circulation, à l'espace, ils vont remarquer, la forme des bâtiments, ils vont remarquer, la façon dont, tout ça est composé, ils vont être sensibles à des ruptures, de style, ils vont être, choqués ou séduits par, telle ou telle, disposition, tel ou tel sens de la circulation. Ils vont être tout de suite sensibles à un caractère plus ou moins pratique de ce qui est. Et donc, quand on a cette approche un peu plus ou moins spontanée du monde, on peut se dire que l'architecture, ça va nous intéresser. Et c'est vrai qu'après, quand on discute en entretien, on peut parler de choses très simples. Quelquefois, on peut demander, mais alors, racontez-nous le parcours jusqu'à la salle, jusqu'à la salle d'entretien. Et donc, il y a des gens qui seront incapables de dire ah, je suis passé par un couloir, c'était comme ci, comme ça. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir la mémoire des lieux et de l'organisation de l'espace. Et là, on se dit ah, lui ou elle est faite pour l'architecture, quoi. Merci beaucoup pour ces réponses très importantes justement sur cette procédure et sur la candidature pour intégrer Paris-Malaquais PSL. Je vous propose que sur cette dernière partie, on fasse un focus plus spécifique sur l'établissement que vous dirigez. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous résumer, nous raconter un petit peu l'histoire de cette école, son identité? Alors, c'est une école qui est située dans un endroit, assez exceptionnel, dans l'hypercentre de Paris et sur le lieu historique de l'enseignement, de l'architecture et des arts, en France. Donc, c'est un endroit, vraiment magnifique en face du Louvre que nous partageons avec l'école des beaux-arts de Paris. Et dans ce lieu, ça fait plus de 200 ans qu'on forme aux côtés, d'artistes, hein, qui sont maintenant dans un établissement, séparé, qui sont les Beaux-Arts de Paris. On forme donc, des architectes et donc c'est un endroit qui a vu défiler, des gens venus du monde entier, parce que ça a vraiment été un lieu de référence pour l'architecture, en France et dans le monde. Et donc effectivement, quand on rentre dans cette école, on est quand même imprégné par cette histoire, par la beauté du site qui est entièrement classé monument historique. Et donc c'est quand même un lieu très inspirant pour des architectes. Et donc ça, c'est un élément fort de notre identité. Ensuite, c'est pas parce qu'on est dans un monument historique qu'on fait de l'architecture du passé patrimonial. Donc on est une école vraiment d'architecture contemporaine qui est très intéressée par l'expérimentation, par la recherche. Et donc, on a un rapport à l'architecture et on essaye de développer, faire en sorte que nos étudiants développent un rapport très personnel à l'architecture, avec beaucoup, un rapport imaginatif, créatif, donc tout ça, et en même temps assez intellectuel, c'est-à-dire qu'on aime que nos étudiants réfléchissent, développent un esprit critique. Donc l'idée, c'est pas du tout de former, entre guillemets, de la chair à canon pour les promoteurs. On est vraiment, on a vraiment l'objectif de former des gens qui ont une personnalité, qui vont pouvoir résister, défendre des convictions au service de l'architecture, et avec l'idée que l'architecture, c'est quelque chose qui améliore le monde, hein, et donc rend les gens meilleurs, qui permet de mieux vivre ensemble et qui doit contribuer
au respect de l'environnement, qui doit fournir des réponses à l'urgence écologique. Et, voilà. Et donc, pour faire tout ça, il faut avoir le maximum de connaissances, le maximum de recul et avoir un esprit d'expérimentateur. Donc pour nous, expérimentation, c'est un mot très important et qu'on a mis au cœur d'un manifeste qu'on a publié il y a quelques mois et qui donne un peu l'identité de l'école. Voilà. Alors, ce qui va avec ça, c'est que nous sommes maintenant un établissement composante de l'université PSL. Donc ça, c'est très important, c'est un atout énorme pour les étudiants parce qu'ils se retrouvent plongés. Ils font des études d'architecture, mais au sein d'un écosystème qui est beaucoup plus vaste, qui regroupe un certain nombre de très grandes écoles dans tous les domaines, dans tous les champs disciplinaires du savoir. Et donc, l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir bénéficier de cet environnement de différentes façons que je pourrais peut-être ensuite développer. Et en fait, nous, on pense que l'architecture, c'est par essence une discipline pluridisciplinaire qui a rapport avec tout un tas de savoirs et de savoir-faire. Et donc, le fait de pouvoir enrichir son profil, ses connaissances, en allant picorer dans d'autres établissements de PSL, c'est très important. Dans PSL, vous avez des très grandes écoles d'ingénieurs, vous avez des grandes écoles intellectuelles de référence dans tous les domaines, comme l'École normale supérieure. Vous avez une école d'économie de management qui s'appelle Paris-Dauphine, qui est aussi une référence dans son domaine. Vous avez l'Institut Curie pour la santé, vous avez l'Observatoire de Paris qui s'occupe d'astrophysique. Et donc ça vous donne une ouverture d'esprit qui est énorme. Voilà. Il y a 21 écoles nationales supérieures d'architecture en France, dont vous faites partie. Qu'est-ce qui distingue ces écoles au-delà de leur imprégnation géographique ? Est-ce qu'il y a des écoles qui vont avoir des spécificités particulières, qui vont avoir, je sais pas, des spécialités d'architecture particulières ? Qu'est-ce qui distingue Paris-Malaquais PSL justement des 20 autres ENSA ? Oui. Alors nous on est tous un peu dans le même bateau et on défend globalement la même cause, toutes ces écoles d'architecture. Hein, donc on n'est pas, de ce point de vue-là, on n'est pas du tout en concurrence. Mais effectivement, chaque école, je pense, développe aussi une approche, une identité particulière. Nous, on défend d'abord une conception très généraliste et libre de la profession des métiers de l'architecture et de l'architecture en général. Donc, on se refuse à mettre les étudiants dans un moule. Et donc, on a un enseignement qui est spécialement pas formaté, où c'est à l'étudiant, l'étudiante de construire un peu sa propre approche de l'architecture. Donc en licence, bien sûr, il y a les fondamentaux, mais en master, on peut vraiment expérimenter des choses, faire ses propres choix, et on est organisé en 6 départements différents qui chacun défendent une approche spécifique de l'architecture. Donc en fait, ce qui caractérise notre école, c'est une grande liberté de choix et un focus sur la recherche, parce qu'on a des laboratoires de recherche qui ont vocation aussi à irriguer les contenus des enseignements. Voilà, la recherche, l'expérimentation, la liberté, la créativité. On est aussi des voisins des beaux-arts. On est dans une université PSL où il y a aussi de très grandes écoles d'art. Donc la dimension créative de la discipline est très importante pour nous. Et donc je dirais que c'est cette approche libre, généraliste, expérimentale qui nous caractérise. Il peut y avoir d'autres écoles qui proposent un enseignement plus cadré, hein, avec
avec une doctrine qui structure plus les enseignements. Nous, on est justement dans l'idée que on veut s'affranchir des dogmes, des façons préconçues de transmettre la discipline. Et ça peut aussi avoir son avantage hein, d'avoir un enseignement, disons, plus cadré, hein, mais c'est clairement pas notre cas. Vous nous parliez du campus de Paris-Malaquais PSL et de sa situation exceptionnelle en plein centre de Paris. Justement, dans ce campus, on évoquait précédemment l'importance des projets tout au long de la scolarité. Je suppose que ces projets demandent d'avoir accès à des ressources qui peuvent être logiciels, de bibliothèques, etc. Comment est-ce que ça fonctionne justement sur le campus en termes d'accès aux cours, je ne sais pas, du week-end ou à des moments pour les étudiants pour pouvoir avoir accès justement à ces ressources pour travailler en autonomie sur leur projet? Alors, on essaye d'avoir des plages horaires d'accès aux sites qui sont importantes et qui peuvent aussi augmenter. Alors, le week-end, le site est ouvert de temps en temps, quand justement on est avant les examens, avant les diplômes, on élargit les plages d'ouverture. Nos étudiants, ils ont accès à tout un tas d'équipements, de machines qui leur permettent de fabriquer leurs maquettes, de tracer leurs plans, et donc qui sont à leur libre disposition. Voilà. Ils ont la chance d'être dans un environnement qui est très favorable, donc il y a tout un tas de ressources culturelles à immédiate proximité. Ils ont accès à notre bibliothèque d'architecture qui a plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages. Ils ont accès aussi à la bibliothèque d'art contemporain, qui est une très très belle bibliothèque des Beaux-Arts de Paris sur le site. Donc on est bien équipé. On a un problème plus de place. On a moins de place, effectivement. L'hypercentre de Paris, l'envers de la médaille, quand on est à l'hypercentre de Paris, c'est qu'on a moins de place que lorsqu'on est dans des zones moins denses. Donc on est bien équipé en matériel et en machines. On a des ateliers qui, effectivement, sont moins grands que dans d'autres écoles. Donc ça, effectivement, il faut avoir conscience de ça quand on vient à l'école. Le fait d'être dans l'université PSL fait qu'on a accès au campus de PSL, et donc on peut un peu circuler dans les établissements. PSL nous permet alors effectivement d'accéder à d'autres bibliothèques, d'autres établissements de PSL, et puis il y a une offre de sport, il y a un service de santé, il y a un service d'accueil des étudiants, notamment des étudiants étrangers, qui est mutualisé au niveau de PSL. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est l'autre grand avantage d'être dans PSL, c'est de bénéficier de ces services à la vie étudiante, qui permettent de pratiquer du sport, qui permettent de consulter un spécialiste de santé, un médecin, des psychologues, infirmières. Et ça, c'est évidemment très, 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 très important pour nos étudiants. Vous évoquiez justement les différents avantages d'être membre de l'université PSL et les accès, donc là on disait en termes de services, mais aussi en termes effectivement de pédagogiquement de pouvoir travailler avec les autres écoles composantes de PSL. Au-delà de l'université PSL, est-ce que vous avez des partenariats, des doubles diplômes avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur ? Alors, on a des doubles diplômes, alors notamment avec des établissements de l'université PSL, mais ça, à la limite, ça, ils pourraient ne pas être dans PSL. Donc, on a un double diplôme avec l'école des mines, qui permet à certains de nos étudiants d'acquérir le titre d'ingénieur en plus de celui d'architecte. Donc, double diplôme architecte-ingénieur. Des mines de Paris. Les mines de Paris, l'école des mines de Paris, PSL. Voilà. Alors, on a un double diplôme également avec l'école nationale supérieure des arts décoratifs, PSL.
architecte d'intérieur. Donc on peut avoir le diplôme Malaquais Art Déco en 7 ans. Donc on a une licence qui dure 4 ans et qui se passe un peu aux Arts Déco, et un master qui durait 3 ans, mais qui est un double master. Et on va avoir la première promotion doublement diplômée de master qui sortira cette année. Donc ça sera un événement. Et donc nous avons un double diplôme aussi en dehors de PSL avec l'université de Naples, qui permet d'avoir le diplôme d'architecte napolitain, italien et puis français, de Malaquais. Alors après, il y a tout un tas de systèmes au sein de PSL de mineurs, par exemple action publique. On a aussi un parcours avec l'école des ponts qui peut conduire à un double diplôme architecte-ingénieur, donc l'école nationale des ponts et chaussées qui pour le coup n'est pas dans PSL. Et effectivement, là notre objectif, c'est de beaucoup développer ces choses-là, notamment de renforcer la possibilité de la double diplomation architecte-ingénieur en créant des parcours plus intégrés, et donc de passer d'une logique un petit peu de juxtaposition de 2 diplômes à une logique où on a vraiment, où dès qu'on rentre à l'école, on est formé à la fois à l'architecture et à l'ingénierie, et qui permet de façon plus facile d'accéder à la double compétence, quoi. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question justement sur les possibilités pour vos étudiants. L'international, est-ce qu'ils partent en échange à l'étranger, en Erasmus? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors on est une école très internationale, et de plus en plus, parce qu'on s'est doté d'une stratégie internationale qui a été adoptée l'année dernière, très structurée, très dynamique et volontariste. Nous avons déjà plus de 60 partenariats internationaux, alors qui permettent effectivement des mobilités entrantes et sortantes. Donc on a aussi beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent chez nous, et c'est une richesse, et qui viennent des 5 continents. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et ces étudiants s'ajoutent aux étudiants étrangers qui font Malaquais. On a plus de 20 nationalités diplômées chaque année de notre école, donc qui vraiment sont des étudiants diplômés de Malaquais qui sont étrangers. Donc il y a des programmes d'échange type Erasmus ou équivalent pour les zones hors Erasmus qui sont nombreux. Mais il y a aussi tout un tas de voyages pédagogiques qui sont organisés, et on a beaucoup de studios de projets qui prennent un objet étranger, et donc qui donnent lieu à un voyage d'études qui permettent d'étudier, de regarder sur le terrain comment ça se passe, de faire des relevés, de parler avec les habitants, de prendre des photos, de s'imprégner du site. Et puis ensuite, on rentre à Malaquais, et puis on travaille pendant plusieurs mois pour proposer un projet. Donc ça, chaque année, on a des étudiants qui partent. Je pense à un voyage qui a eu lieu il y a quelques semaines en Islande, où nos étudiants ont travaillé avec des étudiants islandais et des étudiants luxembourgeois, un projet tripartite. Et donc ils se sont retrouvés tous ensemble en Islande pour imaginer un projet autour de l'habitat durable, de la présence de l'agriculture dans l'articulation entre habitat et agriculture dans une logique avec une économie circulaire, par exemple. Je pense à un studio de projet qui avait pour objet d'imaginer une maternité en Tanzanie.
On a fait un autre projet dans la péninsule arabique sur l'habitat désertique et voilà, comment on pense la ville à plus de 50 degrés, ce qui est aussi une question qui va se poser aussi pour nous dans nos régions plus tempérées aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est voilà. Et puis on a toujours un voyage de promotion à Rome qu'on a réintroduit et qui est un élément important parce que le voyage à Rome, dans l'imaginaire des architectes, c'est quelque chose qui a compté, qui permet de souder la promotion et puis qui permet de s'intéresser à tout le patrimoine bâti, y compris du XXe siècle, que vous trouvez à Rome et qui est évidemment très très intéressant. Peut-être une toute dernière question sur l'insertion professionnelle, puisque effectivement, on évoquait en tout début d'entretien l'exercice des métiers de l'architecture. Vos diplômés, quel est leur taux d'insertion? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui poursuivent, pourquoi pas, une poursuite d'études en doctorat? Quel est un petit peu, on va dire, les proportions de ce que font vos étudiants ou ex-étudiants, du coup, à l'issue des 5 ans? Alors, il y a une très bonne insertion professionnelle, donc on n'a pas de difficulté pour nos étudiants à trouver un métier à la sortie, ça c'est clair. Ce n'est pas forcément le métier de maître d'œuvre, donc architecte en agence, ça peut être effectivement, comme je l'ai dit, voilà, urbaniste, travailler dans une maîtrise d'ouvrage public, un service d'urbanisme d'une collectivité, ça peut être scénographe, ça existe aussi, ça peut être travailler chez un promoteur immobilier, dans une entreprise du BTP, dans le secteur de la construction. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Nous encourageons aussi à la poursuite d'études en doctorat, y compris pour des gens qui se destinent à la pratique. On pense que d'avoir des profils de praticiens, architectes, docteurs, c'est très intéressant parce qu'on a de plus en plus, les questions sont de plus en plus complexes et donc d'avoir un haut niveau d'expertise théorique, intellectuelle, c'est quelque chose qui peut apporter vraiment enfin, c'est un atout dans la pratique de l'architecture contemporaine. Voilà, alors ensuite, il faut avoir conscience que le métier d'architecte n'est pas non plus un métier facile tous les jours, qu'il y a quelquefois des réalités qui sont plus austères, moins poétiques et lyriques que ce qu'on s'imagine parfois. Hein. Donc, trouver un métier, c'est possible. Tout le monde ne devient pas un architecte star et effectivement, ce qui est difficile dans le métier d'architecte et dans le secteur de l'architecture, c'est que les contraintes sont très importantes de tous ordres. Les pressions pour faire autrement que ce qu'on aimerait faire et qu'on trouverait juste de faire sont énormes. Donc il faut avoir le sens du compromis. Il faut accepter que voilà, sa liberté peut quelquefois être un peu réduite. Et puis, il faut avoir une forte combativité parce qu'il y a des architectes qui montrent que c'est possible de faire des beaux projets. Si on a la puissance de conviction, si on a la maîtrise technique et économique des données du problème, là, si on est armé pour convaincre et s'imposer dans le rapport de force, parce qu'il y a toujours un rapport de force, notamment dans l'architecture, on peut réussir. Mais c'est pas facile et donc il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir une liberté de faire ce qu'on imagine qui est présentée sur un plateau d'argent. Cette liberté, elle est très difficile, il faut la conquérir. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Froment d'avoir répondu à nos questions ce matin sur les métiers d'architecture, les études évidemment d'architecture et puis plus spécifiquement sur l'école que vous dirigez, donc qui est l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais PSL. À très bientôt sur Totis.